Lynchage et des morts, cela n'efface pas les slogans et les messages racistes portés par des milliers de manifestants hier à Johannesburg, au Cap et à Durban. Laura Cambo d'abord. À Durban, ces soldats arrêtent des voleurs à l'intérieur de ce magasin. L'armée sud-africaine mobilisée après que des pillages ont éclaté dans la ville. Plus tôt, à Johannesburg, des poubelles ont été brûlées et des projectiles ont été lancés. Des incidents recensés à la suite de manifestations massives visant les migrants d'autres pays africains. Des milliers de personnes ont défilé, conduites par des hommes brandissant bâtons et boucliers traditionnels zoulous. Nous envoyons un message au gouvernement. Qu'ils prennent soin de nous en tant que Sud-Africains, qu'ils règlent les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Parce que les gens qui vivent avec nous, nous ne les connaissons pas. Ces manifestations sont le point d'orgue d'une campagne xénophobe lancée il y a plusieurs semaines. Des groupes citoyens très structurés affirment que les étrangers font monter les chiffres de la criminalité et du chômage. En dehors de tout cadre légal, ils intiment aux sans-papiers de quitter le pays. Ce n'est qu'une question de temps avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Les immigrés clandestins doivent quitter l'Afrique du Sud. Des menaces non voilées qui ont poussé 25 000 immigrés à l'exode. Les opérations de rapatriement se multiplient, comme avec ces centaines de Nigérians de retour à Lagos. Au Malawi, Amahadi Hassani a choisi de rentrer chez lui. Il n'y a rien à faire ici pour gagner sa vie. J'ai fui la pauvreté et je me retrouve à nouveau confronté à elle. Mais je préfère mourir ici dans la pauvreté plutôt que de retourner en Afrique du Sud. D'après les chiffres officiels, les migrants représentaient en 2023 un peu plus de 4% de la population sud-africaine, 35% de moins qu'il y a 10 ans. Lors de la marche d'hier, des violences étaient redoutées. Le passé nous l'a prouvé en Afrique du Sud. Les manifestations et les émeutes racistes peuvent être sanglantes. Mais cette fois, la police a visiblement encadré la mobilisation. Écoutez Caroline Dumais au Cap. Globalement, c'est un peu un succès pour la police sud-africaine. On a eu très peur que de faire une répétition des émeutes de juillet 2021 et même le ministre de la police, Kachalia, l'a souligné. Et on n'a pas du tout eu ce type de violence. En 2021, il y a eu quand même 330 morts. Donc quand on voit le nombre de gens dans la rue et quand on voit les possibilités de dérapage, je pense que les Sud-Africains sont plutôt soulagés aujourd'hui que tout se soit bien passé. Alors, bien sûr, en dehors des chemins de manifestation, il y a eu des groupes qui ont fait scission, ça et là, pour soit faire des tentatives de pillage, soit aller chercher. Il y a eu des véritables chasses à l'homme dans certains quartiers, à Germiston, par exemple, près de Pretoria. Ils sont allés, les télévisions locales ont bien montré qu'ils sont allés faire du porte-à-porte pour aller chercher les sans-papiers. Mais bon, c'est quand même par rapport à l'ampleur des manifestations d'hier, presque anecdotique. Alors c'est inquiétant pour l'avenir, mais les manifestations hier, je pense, dans l'ensemble, se sont bien passées. Voilà, même si les slogans ont été extrêmement virulents et racistes, Stéphane Balong, c'est vrai que l'Afrique du Sud est coutumière de ces explosions xénophobes. Et le fil rouge, finalement, à chaque fois, c'est la crise économique, le chômage ? Oui, mais en réalité, plusieurs raisons expliquent ce spectacle déplorable, j'allais dire, auquel on assiste depuis plusieurs semaines. Spectacle, il faut bien le dire, qui n'honore pas les Sud-Africains et leurs dirigeants. Plusieurs raisons, donc, je disais, et parmi ces raisons, évidemment, il y a la question économique. Quand on regarde la situation de l'Afrique du Sud, c'est vrai qu'elle n'est pas reluisante. Si on peut voir quelques indicateurs à l'écran, on voit bien que depuis plusieurs années maintenant, la croissance du PIB dépasse difficilement le 1%. Le chômage est très élevé, entre 30 et 40%. La Banque africaine de développement le situe quelque part autour de 31%, mais ce chiffre va jusqu'à 40, voire 43% quand on parle de la jeunesse. Et puis le taux de pauvreté pour un pays qu'on considère comme la plus grande économie d'Afrique est de 68%, et ça touche évidemment davantage les populations défavorisées. Populations défavorisées qui voient les services sociaux se dégrader d'année en année. Donc, tout ça crée un environnement économique évidemment difficile qui crée des frustrations. Les indicateurs économiques ne sont pas flatteurs, mais
il faut bien avoir à l'esprit, et c'est ça le plus important dans cette histoire, que les étrangers, on parle de subsahariens en réalité, ne sont pas responsables de cette situation. La raison de cette situation économique dramatique, c'est la gouvernance peu orthodoxe des dirigeants sud-africains. C'est ça qui est à la cause de la déliquescence de cette économie qu'on voit depuis plusieurs années. Et c'est cette même classe dirigeante de l'Afrique du Sud qui surfe sur cette situation qui, comme je le disais, crée des frustrations pour mobiliser des électeurs, notamment à l'approche des élections, comme des élections municipales qui vont arriver bientôt en novembre prochain. Et cette récupération politique, c'est l'aspect inédit de cette mobilisation ou pas ? Disons qu'elle fait partie des constantes. L'aspect inédit de cette mobilisation, de cette dernière mobilisation, elle est sans doute déjà dans l'ampleur. Caroline Dumais le disait tout à l'heure dans son sujet, dans l'ampleur de la mobilisation des manifestants, un peu partout sur le territoire, mais aussi dans l'ampleur de ces étrangers qui ont dû fuir leur résidence. Jamais on avait vu depuis 2008, quand ces crises xénophobes, si je puis dire, ont commencé, jamais on avait vu autant d'étrangers en Afrique du Sud dans les rues, dans les camps d'hébergement, devant des ambassades pour se protéger. Et donc ça, en cela, c'est une situation inédite. Et par ailleurs, je disais, c'est d'ampleur nationale. Autrefois, on voyait des mouvements localisés dans des provinces et dans des grandes villes comme Jobourg, Durban ou le Cap. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire. Comme on l'a vu hier, les manifestations, c'était un peu partout. Et puis, l'autre nouveauté, j'allais dire, c'est aussi la nationalité ou les nationalités de ces étrangers visés. Pendant longtemps, ça a été essentiellement cantonné aux ressortissants des pays voisins, le Zimbabwe, le Mozambique ou le Malawi un peu plus loin. Mais aujourd'hui, c'est tous les subsahariens, presque j'allais dire. On a vu des pays comme le Ghana, le Nigeria rapatrier leurs ressortissants dans leur pays, revenir dans leur pays d'origine. Et puis, la vraie nouveauté, je pense, dans ce qui se passe depuis quelques semaines aujourd'hui, ce sont les figures qui mènent ce nouveau mouvement, qui sont des figures publiques très connues, souvent issues du monde des médias, donc qui ont cet art de la communication, j'allais dire, ce qui explique aussi l'ampleur que prend le phénomène sur les réseaux sociaux. Et je vous propose d'ailleurs de regarder le portrait d'une des leaders de ce mouvement qu'on appelle March and March, qui s'appelle Jacinta Ngombeze Zuma. Il s'appelle Zuma, mais il n'est pas officiellement, en tout cas, de la même famille que l'ancien président Jacob Zuma. Je vous propose de regarder son portrait dressé par Alexandra Karimi. En quelques semaines, elle s'est imposée comme l'une des figures phares de la mobilisation anti-immigration en Afrique du Sud. Jacinta Ngombeze Zuma, 39 ans, a été évincée des ondes de la radio locale où elle exerçait sur la côte est du pays, mais elle a trouvé un autre auditoire dans les rues sud-africaines, boostée par le vent de mécontentement qui souffle sur le pays. Tout le pays s'accorde à dire que nous en avons assez des immigrés clandestins, d'où qu'ils viennent et quelle que soit la région du pays dont ils sont originaires. Nous demandons simplement au gouvernement de nous apporter une solution à la crise de l'immigration. Taux de chômage à 32%, trafic de drogue qui explose, intoxication alimentaire d'enfants. Jacinta pointe la responsabilité des migrants illégaux dans l'expansion de ces maux qui rongent le pays et affirme agir dans l'intérêt général. Il ne s'agit ni de xénophobie, ni de mobilisation ethnique. Il s'agit d'un combat pour le bien-être social de l'Afrique du Sud, en particulier, et de l'Afrique en général. Habituée des messages véhéments sur les réseaux sociaux, elle ne se réclame d'aucun parti, mais passe à l'action en mars 2025. Elle organise alors ses premières manifestations dans le centre de Durban. Le mouvement March and March est né. Il va prendre de l'ampleur en juillet de la même année, avec des opérations de contrôle à l'entrée de centres de soins pour refouler les patients étrangers et devant une école.